vivre un moment important, hein, c'est un peu le clou de cette 4e édition de HR Technologies, ici à la porte de Versailles. Et c'est pour moi l'occasion de toutes et tous vous remercier d'avoir été là, très très nombreux. Je crois, Vianney, qu'on a battu les records. C'est quoi, 14 000, Thomas, un peu plus 18 000 participants, 18 000 personnes. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vous applaudir. Voilà. Je voudrais remercier aussi tous les intervenants, les partenaires, les experts, les sponsors, sans lesquels cet événement n'existerait pas. Je voudrais remercier Mathilde Vessel, qui est mon alter ego, qui a animé dans la salle Étincelle. Et c'est vrai qu'entre l'étincelle et puis le feu sacré, il y a une flamme comme ça que vous avez entretenue, que vous avez fait vivre pendant ces 2 journées. Je voudrais remercier Manuelle Berman, qui est rédactrice en chef de Parlons RH et responsable du programme de conférence de HR Technologies France, pour son investissement. Elle est là. Et le temps qu'elle a consacré avec cette gentillesse et ce professionnalisme. À ses côtés, je voudrais remercier aussi Thomas Duc, Content Manager, qui a géré de bout en bout le programme de conférence, qui a coordonné, planifié, accompagné les speakers. Merci pour lui. Vous applaudissez Thomas. Je voudrais remercier les prénoms, et elles vont se reconnaître, et ils vont se reconnaître, Emilia, Alexia, Anthony, Naval, Thomas par 2, Amélie, Philippe de Closer Steel Media et Parlons RH, qui ont œuvré au quotidien, puis c'est la partie immergée de l'iceberg que vous ne voyez pas pour rendre possible et successful, comme on dit, cet événement. Je voudrais remercier aussi de formidables entrepreneurs, innovateurs, créateurs, co-organisateurs de cet événement unique, qui ont dépoussiéré tous ces colloques RH. Vianney Thomas, Thomas Chardin, ils sont là tous les deux. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bravo et merci à vous. Vous notez dans vos agendas, parce que vous êtes comme moi, on a un agenda de folie. Prochain rendez-vous, c'est 20 et 21 janvier 2027. Voilà, il faudra être là. Et je regarde Thomas, je regarde Vianney. On agrandit encore le spectre, puisqu'on sera dans le hall 4, parce que, grâce à vous, l'événement prend de l'ampleur. Je remercie aussi tous nos partenaires sponsors qui font que cet événement est un véritable succès. La saga étincelante d'un parcours hors norme. C'est ce qu'on va vivre maintenant pour clore cette 4e édition de HR Technologies. Alors les échanges ils vont être mis en perspective par un illustrateur de talent avec l'aide de l'IA et avec notre partenaire Cartoonbase, qui est une agence de storytelling visuel et donc qui utilise les pouvoirs de l'IA et de l'illustration pour accompagner les organisations qui se transforment. Alors vous le savez, je vais vous apprendre pas grand-chose. C'est une saga à lui tout seul, une saga sportive d'abord, où la terre battue s'est muée en or massif, un jour de 1983. Et puis après être monté au filet, il a su utiliser un autre filet, le filet de voix, un filet de voix si caractéristique, avec un déhanché unique et une détermination pour trouver une 2e voix. Et puis il a réussi cette 2e carrière où les disques d'or ont remplacé le célèbre saladier d'argent. Mais au-delà de cette 2e vie musicale, il a révélé un talent unique qui nous touche tous et toutes. C'est l'attention à l'autre, écouter, motiver, engager. Voilà des mots qui résonnent à nos oreilles, à vos oreilles et aux siennes évidemment. Et c'est un honneur et un privilège d'accueillir un sportif hors norme, un coach de génie, un artiste pas comme les autres, l'artiste de l'humain, Yannick Noah. Yannick Noah, mesdames, messieurs. Viens Yannick. Plaisir de te retrouver. Assieds-toi Yannick. Ouais, ici on est bien. Voilà. Merci à toi de nous faire l'amitié de partager ces moments privilégiés en ta compagnie. Beaucoup de sujets à aborder, je disais beaucoup de points communs avec nos amis, avec une carrière tout sauf linéaire, des reconversions multiples, hein, des changements de cap, et puis ce management sportif où tu engages et tu embarques des personnalités, des individualités et puis un collectif. Évidemment, vous pourrez poser des questions à Yannick. Hein. Je remercie encore nos hôtesses qui sont là et qui vous tendront le micro. Je voudrais qu'on revienne sur ce parcours, Yannick, et sur ces multiples vies. Et est-ce que ce n'est pas l'envie de partager qui t'anime et qui t'a toujours animé ? Pas du tout, je suis complètement égoïste, je pense qu'à ma gueule. Ça se voit, c'est pour ça que tu es là. Alors, pas du tout. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Bien, c'est vrai que
Alors pour répondre à ta question, forcément lorsqu'on joue, on joue toujours pour quelqu'un. On essaie toujours de se demander d'où vient notre motivation, d'où vient cette motivation. En fait, la motivation elle est constamment en évolution. La première fois que tu te retrouves sur un plongeoir de 3 mètres, la première chose que tu fais, c'est «Maman, regarde !» tu vois, et que si tu plonges et que ta mère ou ton père ne sont pas là, forcément, c'est pas pareil. Donc tu travailles toujours, tu fais toujours quelque chose pour quelqu'un. Ouais. Et c'est vrai que la victoire, l'aventure, elle se partage. Donc c'est beaucoup plus fort lorsque je performe, que ce soit sur le court à l'époque ou sur scène, mon plaisir, c'est le plaisir que je peux donner en fait. Alors le plaisir que tu peux donner, tu parles de ta mère et tout ça. Moi j'aimerais qu'on revienne sur la famille, parce que tu as quitté le cocon familial à 12 ans, hein, si je me rappelle bien. Ça t'a beaucoup marqué et tu es quelque part allé chercher quelque chose. J'ai toujours été intéressé, surtout à partir du moment où je suis devenu capitaine, où tout d'un coup c'était beaucoup plus... l'important, c'était de transmettre. Bien sûr, je me suis appuyé sur mon parcours et très vite, je me suis aperçu que le dénominateur commun entre tous les joueurs que j'ai connus de ma génération, en tout cas, ils avaient quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'ils avaient tous un manque affectif. Et c'est quelque chose que j'avais vécu de par le fait que j'étais parti très tôt de chez moi, j'avais 12 ans. C'était pas banal. À l'époque, tu sais, il n'y avait pas les valises à roulettes. J'avais ma valise. Je me souviens du voyage très très bien. J'étais môme. Enfin, j'ai des enfants. Je sais que 12 ans, c'est jeune. J'ai fait Yaoundé-Marseille en avion. Après, il y a un bus qui m'a amené à la gare Saint-Charles. J'étais tout seul. J'avais un papier qui m'indiquait ce qu'il fallait que je fasse. Et de la gare Saint-Charles, j'ai pris le train jusqu'à Nice. Et de Nice, je suis monté au lycée à pied. C'était 2 kilomètres. Et c'était un moment très, très fort où tout d'un coup, à 12 ans, en quelques temps, le temps de ce voyage, je suis passé de l'enfance à une responsabilité quasiment adulte. Et si tu veux, très rapidement, je me suis pris en main. Je suis devenu un petit garçon. Alors bien sûr, avec les manques qui viennent avec le fait que j'étais pas avec ma famille pendant toutes ces années, parce que j'étais en pension, mais ça a aussi été une force. Et cette force, en fait, je me suis aperçu beaucoup plus tard qu'en fait, je recherchais la reconnaissance, parfois l'amitié, souvent l'amour, à travers la reconnaissance d'un public. Mais ça, c'était inconscient. C'était quelque chose qui t'avait quelque part manqué quand tu t'es retrouvé transplanté dans cette solitude où il a fallu te prendre en main? Oui, c'est une solitude en fait qui a été bénéfique quelque part. Bien sûr. Parce que je me souviens que la première chose que j'avais réalisée, c'est comme j'étais en pension et que mes parents étaient au Cameroun. À l'époque, tu sais, on ne pouvait pas se téléphoner, il y avait un moyen de communication très, très, très limité. J'étais très content parce que du coup, je signais moi-même mes carnets de correspondance. Et donc, si j'avais une mauvaise note, j'allais pas me faire buter par mon père. Oui, tu te regardais, tu te disais, bon, à l'époque, il fera mieux la prochaine fois. Et la première fois que j'ai signé une mauvaise note, ma première réaction, c'était de dire « Ah, je vais me faire engueuler par mes parents ». Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était moi qui signais mon carnet. Et très, très jeune, j'ai découvert qu'en fait, je le faisais vraiment pour moi. Et du coup, ça m'a responsabilisé assez rapidement. C'est ça, et le donc, sens des responsabilités. Voilà, tout à fait. Quand tu as commencé à coacher, quand tu as commencé à accompagner d'autres champions, tu as senti aussi, parce que je parlais de l'attention à l'autre, le regard, la voix, le ton, on y reviendra tout à l'heure, qu'il y avait aussi des enjeux affectifs, peut-être de manque affectif, peut-être de besoin, comme tu disais, de reconnaissance ou de revanche sur la vie? Sur la vie, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a un manque. Enfin, c'est pas normal quand tu es môme, alors que tu as 14, 15, 16 ans, l'adolescence, c'est pas normal de passer 4-5 heures par jour à jouer au tennis. C'est pas normal. Tu vas pas, il n'y a pas de boom, tu vas pas dans les petites soirées, il n'y a pas de week-end. C'est pas normal. Donc il faut être un petit peu décalé, il faut avoir un manque que j'appellerais une opportunité, pour le coup. Et c'est vrai qu'on avait ça en commun. Ensuite, il s'est trouvé que je suis devenu capitaine quelques semaines après avoir pris ma retraite. J'avais 30 ans. J'ai décidé d'arrêter parce que mes enfants grandissaient.
jusqu'à présent, ils me suivaient dans les tournois. Et je me suis retrouvé à jouer un tournoi. Ben là, en ce moment, c'est l'Open d'Australie. Je joue l'Open d'Australie. J'ai gagné le premier tournoi de préparation à Sydney. Et quand j'ai soulevé la coupe, eh ben, il n'y avait rien. Mes enfants avaient commencé l'école. J'étais seul et ça avait aucune valeur. Et là, j'ai su à ce moment-là que c'était terminé pour ma carrière, que j'avais plus le feu, j'avais plus ce qu'il fallait. Feu sacré. Le feu sacré. Tu as vu, c'est bien. J'ai bossé quand même. Cohérent, c'est bien amené. Et ensuite, donc, je me suis occupé d'autres, qui étaient en fait, j'ai commencé à coacher mes amis. Une fois que je suis sorti du circuit, Yannick, j'étais un peu le grand frère. C'est l'envie d'aider, en fait. Pardon ? L'envie d'aider. L'envie de partager avec des amis, c'est venu comme ça en tout cas dans mon cas. J'étais pas du tout prédestiné à devenir capitaine, parce que pour moi capitaine c'était mettre un costard, mettre une cravate, il y avait tout ce qui allait avec. Et je me voyais pas du tout capitaine, mais en fait c'est mes copains qui m'ont demandé de rester avec eux parce qu'on jouait en double ensemble et j'ai en fait coaché mes petits frères. Donc moi mon coaching était très affectif. Paternel presque. Il y avait beaucoup d'affect. Pardon ? Paternel presque. Grand frère. J'avais 2 ans de plus qu'eux, 5 ans plus qu'eux. Ouais. C'était plus ça au départ. Ouais. C'est devenu paternel quand j'ai coaché il y a 7-8 ans, quand on a gagné la dernière Coupe Davis. Là, effectivement, les joueurs avaient l'âge de mes enfants. Mais voilà, ce besoin de partager, en tout cas de leur faire vivre un moment que j'avais vécu, qui pour moi avait été un moment unique, qui a bouleversé ma vie. Je ne parle pas du match en lui-même ou du tournoi en lui-même, mais cet instant où moi j'ai pu partager une émotion très forte que j'ai pu non seulement partager avec mon père qui a eu l'idée de sauter sur le court, mais avec des milliers, des millions de gens qui étaient devant leur télé pour lesquels ça a résonné, parce que c'était au-delà du tennis, c'était un lien. Et ce lien-là, il a fait que cette victoire, elle était précieuse pour moi, et j'ai toujours voulu faire vivre mes amis. Voilà, et quand Henri Lecomte et Guy Forget en 91 ont gagné, leur bonheur était vraiment le mien parce qu'on a vraiment ressenti cette chose-là, de pouvoir partager cet instant. Et bon, ce moment, tu le partages avec beaucoup de gens et c'était une très très belle émotion. Émotion et puis... Ok, c'est bon, là je peux me passer. La volonté de transmettre aussi. Tu le disais, voilà, on est en proximité, j'ai vécu des choses, je coach, j'accompagne et je transmets quelque chose. En fait, tout ce que je fais, il y a, dans mon cas, chacun est différent, mais il y a un lien. Voilà, je suis devenu papa assez jeune, j'avais 24 ans, je suis grand-père de 5 enfants, et forcément avec le temps, mais c'est la transmission qui compte, quoi, tu vois. C'est l'évidence. Et quand je suis, par exemple, en studio, c'est un peu la même énergie. Quand je suis en studio tout seul, je pense à quelqu'un, je pense à une situation, avec toujours moi le parti de proposer quelque chose de positif. Je pense que pour gagner dans mon cas et pour amener les gens à gagner, encore une fois, de par mon expérience, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Il faut rêver. Et voilà, mettre le travail au service de ton rêve. Tu dis toujours qu'il faut être curieux aussi, hein, la curiosité. J'ai dit tout ça, moi ? Oui, il paraît. Tu es sûr ? Oui, c'est ça. Oui, je suis curieux. Comme tu disais, je suis parti très tôt, donc je me suis dit que tout ça passe très très vite. Et quand j'ai commencé à jouer, l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est les Français gagnent jamais. Donc voilà, les Français gagnent jamais. Dans mon univers, en tout cas, c'était ça. Alors, Camerounais, je t'en parle même pas, tu vois, parce que je suis franco-camerounais. Donc, un Africain, là aujourd'hui, le dernier, enfin, on dit, ouais, ça fait 40 ans que j'ai gagné, mais en fait, ça fait 80 ans. Il y a eu un mec qui a gagné, tu vois, et c'est juste pas normal, tu vois. Il se trouve que c'est ma gueule, mais c'est pas normal. Il se trouve que, de même, joueur africain, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, par rapport à mon parcours, j'ai toujours fait ce que je ressentais. J'ai toujours eu une connexion avec moi, ma petite voix. J'ai toujours eu cette liberté de m'écouter. Et souvent à contre-courant. Quand j'ai commencé à chanter,
la grosse blague, quoi. Oui, personne Mais n'y j'avais en croyait. moi cette envie de Ouais. le faire, tu vois, et de m'écouter, et puis de vivre des choses que j'avais envie de vivre. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un ami qui a eu un accident de scooter il y a 12 ans, et qui se retrouve à être le meilleur joueur de tennis français en fauteuil, qui m'a appelé il y a 3 ans en me disant bah, Yann, ta Coupe Davis, c'est rien du tout, Fed Cup, c'est rien, et puis tu as gagné, c'était pour ta gueule. Même pas capable de venir avec nous, tu vois. Et c'est quelque chose qui résonnait en moi. Parce que je me dis, tiens, si je peux les aider, et bon, j'ai vécu une aventure extraordinaire que je continue à vivre avec eux. On a fait les Jeux Olympiques, je sais pas, pour certains qui avaient vu les Jeux Paralympiques, mais c'était des moments d'émotion que j'ai jamais vécu. J'ai jamais vécu en valide, j'ai jamais vécu ça, la cérémonie d'ouverture, quand tu vis au quotidien avec des gens en situation de handicap et que tu vois cet amour, ce regard des gens tout d'un coup vers eux, c'était un moment extraordinaire. Ça porte. Et voilà, et c'est vrai qu'au début, quand je l'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu reprends pas la Coupe Davis? Parce que voilà, je suis mon intuition Tu l'as senti et comme ma ça. liberté, quitte à me planter, hein, je me suis planté. Et ce qui est assez extraordinaire avec le temps, c'est qu'on parle toujours de mes victoires. On a tendance à oublier mes défaites, tu vois. Je me suis pris des branlées, tu vois. Mais on oublie. Et ça m'arrange bien, tu vois. Ça, c'est cool. Moi, je voudrais qu'on parle du mental, parce que c'est vrai que vous qui accompagnez les personnes, les salariés dans les entreprises, on sait combien le mental, tu parlais d'émotion tout à l'heure, tu parlais de quelque part le côté à fleur de peau, comment on gère et comment on fait la différence avec ce mental, au tennis en particulier, et puis dans d'autres circonstances? Mais je pense que quand on est chef d'une équipe, ou capitaine d'une équipe, ou en tout cas que ce soit en sport de haut niveau ou dans une entreprise, il y a vraiment plein de points communs. En discutant avec des copains qui sont à la tête de certaines boîtes, il y a vraiment beaucoup de choses en commun. Moi, en tout cas, comme je te disais, mon coaching, il est affectif. Donc, c'est important pour moi d'écouter les joueurs. Moi, je les écoute. Je suis beaucoup plus performant en tant que capitaine quand je sais à qui je m'adresse. Et pour cela, je m'appuie sur l'entourage. Je passe beaucoup de temps en dehors. On parle très très peu de coups droits, de revers, de gestion des points, très très peu. Mais par contre, on parle beaucoup voilà, de la gestion du stress. Et forcément, tant bien même j'ai certaines certitudes sur certains points, mais c'est vrai que je ne parle pas de la même manière, je parle différemment avec chaque joueur. Parce qu'il y a Chaque un joueur côté et chaque joueuse aussi. hypersensible, en fait, hein, c'est ça. Hypersensible, donc je parle beaucoup aux femmes des joueurs, aux parents des joueurs, aux maris des joueuses, aux copains des joueuses, et j'ai beaucoup d'informations parce que Qu'est-ce que tu leur demandes? c'est très très fluide. C'est très très fluide. Comment il est avant un match? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être un peu bousculés? Il y en a certains qui ont besoin d'être rassurés. C'est important de les connaître parce que quand on arrive à un moment du match, en fin de partie, à 5-4, aller au dernier set de la finale, et qu'ils viennent s'asseoir, il faut que là ce soit vraiment fluide entre nous. On a 1 minute et moi j'ai besoin de leur parler. Et c'est important. C'est pas tellement ce que je dis qui est important, c'est ce qu'ils comprennent. Très souvent, j'entends des gens qui disent « Ah, mais je leur avais dit ». Oui, mais tu leur as dit, mais s'ils n'ont rien compris, t'es pas bon, quoi. C'est la façon dont tu leur as dit. Et donc, il y a des gars qui croient en Dieu, il y en a d'autres qui croient en autre chose, il y en a qui sont plus sensibles, il y en a qui sont beaucoup plus forts, il y en a qui sont beaucoup plus matures, mais mon job, c'est de tirer le meilleur de chaque individu que j'ai en face de moi. Et pour ça, il faut que je les connaisse. Et donc, je les écoute beaucoup. Et après, il y a le ton. Il y a le ton, je pense que pour que quelqu'un t'écoute, il ne faut pas parler fort. Il faut parler doucement. Il faut qu'il y ait cette Proximité, en fait. proximité. Et ça vient avec le ton que tu emploies. Ça, j'ai appris ça avec les cours de chant. Où là, c'est vraiment l'intention. Et si tu veux être entendu, il ne faut pas parler fort. Puis il y a les silences aussi qui comptent. Les silences, c'est magnifique. On n'a plus le temps. On est toujours à fond. On est toujours influencé. Tout va très vite et va de plus en plus vite. Et c'est vrai qu'on a très, très peu de temps à nous
s'écouter, à écouter même l'autre. C'est toujours tellement speed. Aujourd'hui, tu veux une information, tu l'as en 10 secondes, quoi. Enfin en 3 secondes. Donc, soit l'idée de prendre du temps. Prendre du temps, hein, ça vous parle aussi, hein, savoir écouter, vous nourrir de ce que pensent, ce que disent les collaboratrices et les collaborateurs. Et puis on l'entend, hein. Moi je suis très sensible à la voix, puisque mon premier métier avant la télé c'était la radio, et c'est là toujours. Le ton, la voix, le fait d'être en vraie communion, j'allais dire, c'est ça aussi l'important, parce que je fais des parallèles avec vos métiers. Un bon leader, c'est celui aussi qui sait parler, la voix du leader à tous les sens du terme. Quand on coach une équipe aussi, au-delà des individualités. Oui, il y a la voix, il y a l'écoute. Il y a l'écoute. J'apprends beaucoup, passer d'un joueur à un autre, d'une compétition à une autre, j'apprends constamment. J'essaye de m'améliorer. C'est terrible d'arriver à un moment où tu te dis, ça y est, j'ai fait le tour. Pour moi, c'est le début de la fin. C'est là que je sais que je vais commencer à être moyen et devenir médiocre. On est toujours à l'écoute. Tu imagines bien que c'est pas la même chose de coacher dans les années 90, où on sortait d'une séance de concentration, de méditation, de sophrologie. On sortait de là et on avait le temps de partir dans notre journée. Ouais. 20 ans après, j'étais rappelé à la tête des équipes de France et je suis revenu, on sortait des séances de préparation, on allait vers le calme, préparer la journée, et en sortant de là, ils sortaient tous leur téléphone. Ouais. Donc ils switchaient tout de suite sur autre chose. Donc j'ai dans un premier temps subi ça, et ensuite il a fallu que je m'adapte et apprennent à travailler justement avec cet instrument qui est le téléphone, qui est ce prolongement du bras, qui est très intéressant, mais qui peut être aussi toxique dans notre cas. Mais c'était à moi de m'adapter, c'est de pas dire comme au bon vieux temps dans les années 80, parce que là que ça commence à dater, tu vois, sinon tu deviens très rapidement un vieux con, quoi. Mais comment tu fais pour leur dire, voilà, on était dans un moment de pause, de partage. Attention à l'hyperconnexion avec le téléphone. Tout est affaire de doigté, Non, à partir du moment où on a confiance et qu'on a un objectif commun, notre objectif, il était simple, hein, c'est d'être champion du monde. Hein, donc, c'est pas juste comme ça, quoi. On part, on fait beaucoup de sacrifices pour ça, on laisse nos familles, on passe beaucoup de temps entre nous. Donc, l'objectif, c'est le très, très haut niveau. Donc, oui, j'ai expliqué pourquoi, après une séance, c'est très bien de pouvoir de temps en temps se déconnecter. Et c'est assez incroyable. J'ai pu voir ça, la différence entre les joueurs qui donc ont suivi cet exercice de couper les téléphones pendant une journée. C'est incroyable la différence que ça faisait, la différence d'écoute, la différence c'était vraiment assez étonnant. Et donc on avance là-dessus. Et puis certains c'est trop, donc je m'adapte aussi, quoi. Parler à l'humain, parler à l'être humain versus parler à un groupe. Quand tu coaches un groupe, comment tu fais? On a vu comment tu le faisais dans les individualités, mais après il faut embarquer tout le monde. Tu sais, j'ai arrêté, j'ai coaché en 90 pendant 3 ans, 91, 92, 93, ensuite 96, 97, les garçons et les filles. Ensuite, je me suis dit, allez, je me donne quelques temps et mettre vraiment toute mon énergie dans ma carrière musicale. Et puis, pratiquement 20 ans après, j'étais rappelé. Et je suis revenu. Et parce que les joueurs, je ne sais pas si certains suivent le tennis, mais bref, c'était une très très belle génération. Il y avait Joe-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Lucas Pouille et Gilles Simon, qui étaient vraiment des super joueurs. Hein. Ils ont tous été dans les 10 meilleurs mondiaux. Et en fait, le président m'appelle en me disant ils veulent que tu sois capitaine. Je dis mais attends, mais moi j'ai un autre. Moi, mon projet en ce moment, c'est que moi c'était un rêve. C'est la musique, hein. Non, à l'époque c'était pas ça. Le rêve de ma vie, c'était de faire un tour du monde en bateau. Donc j'avais commencé ça faisait 8 mois que j'étais. C'est qu'on a parlé de la Polynésie ensemble. Hein. Pardon, oui. Et donc j'étais parti, voilà, c'était le rêve de ma vie. Je me suis dit c'était mon rêve et je l'assouvis. J'étais parti là-dessus et là on m'appelle. Et donc je me renseigne et je m'aperçois qu'en fait, que ce soit pour les garçons et les filles, c'était à chaque fois, dans le meilleur des cas, si on gagnait, c'était passé à peu près 2 mois. Je me dis ça vaut la peine, c'est un challenge qui me plaît, donc je ferai des allers-retours. Mais avant toute chose, je veux parler aux joueurs.
Donc je dis au président, oui, je veux bien, le contrat c'est très bien, mais je veux parler aux joueurs. Et donc pour revenir à ta question, je les vois à la maison, je leur dis, écoutez les gars, je suis très honoré, être capitaine d'équipe de France, c'est hyper chic. Donc j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est pourquoi vous m'avez choisi? Et à l'unisson, ils me répondent parce que toi, Yann, on a confiance en toi, tu as déjà gagné, voilà, tu es un peu notre tonton, bref. Et je dis, c'est super, je suis honoré, mais pourquoi vous voulez gagner la Coupe Davis? Et là, il y a un long silence. C'est important de savoir pourquoi. Alors, on veut tous gagner, mais pourquoi? Pourquoi tu te réveilles le matin? C'est très important, c'est fondamental de savoir pourquoi tu te réveilles le matin. Parce que je peux te dire une chose, c'est que Nadal, quand il se réveille le matin, c'est pas pareil que certains joueurs que j'ai connus. Il se réveille, il est d'attaque, parce qu'il sait vraiment pourquoi. Il y a des moments où moi, dans ma vie, de joueur, j'avais ce truc-là. Cette motivation de pourquoi j'y vais. J'avais voilà. C'est niaque, en fait. Hein. C'est pas inné. Il y a des mots à mettre dessus. Et on peut chercher. Et ce groupe-là n'avait pas de réponse. Et on a passé 5, 10, 15 minutes, il n'y avait pas de réponse. Ce sont des joueurs incroyables. Ils ont tous été dans les 10 meilleurs mondiaux. Et en fait, il y avait une flamme à rallumer, en fait, quelque part. Hein. Ou à allumer tout court. Ou à allumer tout court. Ou à allumer tout court. Ouais. Et en fait, je leur dis, mais en fait, vous ne savez pas pourquoi vous jouez, en fait. Mais ça peut être... Il dit, mais alors, qu'est-ce que tu penses? Alors moi, je dis, je pense que ben, ça peut être pour l'argent. Et ça, c'est très bien, mais il faut que je sache pourquoi moi, je vais laisser ma femme et mes gosses sur mon bateau pour me réveiller le matin à 6h30 et faire des footings avec vous et bouffer des légumes, tu vois. Parce que, tu vois, moi, dans mon projet de vie, c'était fini tout ça. Moi, c'était plutôt pinard. Enfin, tu vois ce que je veux dire, bien la vie, quoi, tu vois. Et là, je dis, donc, je veux savoir pourquoi. Ouais. Et je vais être avec vous, je vais vous accompagner, mais je veux savoir pourquoi, vous, individuellement, pourquoi on va se réveiller le matin. Et ils ne trouvaient pas. Alors, je dis, je sais pas, c'est peut-être pour faire t'acheter une autre maison, une nouvelle bagnole, pour la France. Bon. Et on ne trouvait pas. Et en fait, il me dit, mais oui, mais toi, c'est pourquoi? Je leur ai dit, écoutez, moi, c'est très simple. J'ai 4 trophées majeurs. Et chaque trophée est dans la chambre de mes enfants, mais j'ai 5 gosses. Et mon dernier, Joe, il vous aime beaucoup. Joe, il vous aime beaucoup, parce que mon fils, qui a 20 ans maintenant, il adorait Gaël et Richard, tu vois. Et je dis, moi, mon rêve... Tu leur as dit, moi, je sais pourquoi. Je leur dis, mon rêve à moi, c'est de jouer la finale, de gagner la finale, de prendre ma coupe et de donner à mon fils qu'il mettra dans ma chambre. C'est ça, mon rêve à moi. Et là, il me regarde, il dit, ah ouais, putain, je ne pensais pas à ça. Quoi. Il me dit, Richard, il me dit, je ne pensais pas à ça. Quoi. Putain, c'est dingue, ce truc. Putain, ça résonne en moi, putain. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a décidé, Joe Tsonga était le seul qui venait d'avoir un petit garçon, Sugar. Il avait un petit bébé qui avait 9 mois à l'époque. Je dis, écoute, voilà, moi, mon père, j'étais la mascotte de l'équipe de Sedan à l'époque où mon père a gagné la Coupe de France de foot. J'étais la mascotte. Et j'ai une photo où j'étais assis dans la coupe. J'ai dit, les gars, on joue pour la France, on est une équipe, mais on va être maintenant les tontons de Sugar Tsonga. Donc, on va être les tontons. Donc, l'idée, c'est qu'on gagne cette putain de coupe, on met la photo, on met le pépère au milieu. Excellent. Et on fait cette photo. Et ça a été notre énergie. Ça fait le déclic, en fait. Ça peut être hyper ludique. Moyennant quoi, par exemple, premier rassemblement, on joue à la Guadeloupe. Et Gaël, mon fils, parce qu'en fait, moi, je mets des règles, j'ai l'air comme ça, mais il y a des règles. C'est-à-dire que tu arrives 1 minute en retard pour le footing, c'est 100 €. Hein. C'est 100 €. Et donc, ils ne sont pas à 100 € près. Hein. Ils sont vraiment pas à 100 € près. Sauf que, et le premier rendez-vous, le matin, Gaël, mon fils, rendez-vous à 7h moins 10, il arrive à 7h moins 5, c'était 500 boules. Mais ils s'en foutaient. Je dis, et je ne lui ai pas dit c'est 500. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Nous, on était tous prêts. Je dis, t'es pas un bon tonton. Il a regardé Joe, il s'est excusé. C'est la dernière fois qu'un joueur a été en retard. Et on a gagné, on a mis Sugar. Et en fait, on a tous cette photo. Et chez Joe, il y a la photo. Et ça, c'est quelque chose. Donc, on peut trouver la motivation quelque part. Et ça peut être parfois ludique. Donner le cap aussi. Quand on est capitaine, quand on est coach, quand on est leader... important de donner le cap aussi, c'est ce que vous faites vous aussi avec vos équipes, pour donner du sens. Comment on donne le... Tu parlais du bateau tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Hein. Il faut qu'on
on aille tous dans la même direction. Il faut vraiment expliquer pourquoi on va dans cette direction, pourquoi on prend ce cap et que tout le monde comprenne. Tout le monde. On est une équipe, il faut vraiment que tout le monde tire dans le même sens. Et ça, c'est très important. Parce qu'il peut y avoir des joueurs qui ont des bonnes idées, mais ce qui est important, pour moi, c'est d'avoir cette communication. Et d'être capable, en tant que capitaine, de dire parfois, je me suis trompé. De m'excuser. Et ça crée un lien. C'est important, ça m'est arrivé plein de fois. Des fois, c'est pas simple. Des fois, tu peux faire des mauvais choix, tu te retrouves à quelques heures du moment, il faut que tu fasses un choix entre deux joueurs ou deux joueuses que tu apprécies humainement, et c'est très difficile. C'est là que je dois donner le cap et surtout expliquer pourquoi. Et pas changer suivant l'environnement. Voilà, tu as des fois... J'aurais pu être capitaine pendant 20 ans, mais des fois, il y a des choix qu'il faut faire, il y a des risques qu'il faut prendre, il faut les assumer, mais il faut surtout les expliquer aux joueurs pour pas changer de cap suivant. Voilà, ça peut être opportun de mettre celui-là parce qu'il est bien classé. Puis si on perd avec celui-là, moi, je suis tranquille. Tu vois, il y a des moments où tu prends aussi des risques en tant que capitaine ou en tant que chef ou leader. Mais c'est important d'expliquer le cap. Pourquoi on va dans cette direction. Intéressant, hein, encore les parallèles, hein, ça résonne à vos oreilles. On peut applaudir Yannick là parce que vraiment, on peut prendre quelques tips justement à appliquer ensuite en entreprise. Tu parlais tout à l'heure, Yannick, il y a des choses strictes à faire, il y a de la rigueur, et tu aimes bien aussi mélanger ça avec du ludique. Pour dédramatiser, comment il y a une alchimie. On va boire un coup, tu parlais tout à l'heure. Moi, je ne pense pas qu'on puisse avoir un rendement quand on est tous de mauvais poil. J'aime pas les tensions, j'aime pas les non-dits. Voilà, pour moi, tous les moments où moi j'ai performé, où j'ai aidé des équipes, où j'ai participé à des équipes qui ont fonctionné, ou même quand j'ai été spectateur, parce que je suis passionné aussi par le sport, par le foot, par le basket, par le tennis évidemment, mais il y a toujours une atmosphère, il y a toujours une sérénité. On ne peut pas le faire dans le stress. Le problème, c'est que parfois, tu gagnes avec le stress et ça devient un point de repère et c'est là que tu perds du temps. Moi, je pense qu'on travaille dans la sérénité. Donc, c'est créer cette sérénité. Il n'y a pas de raison qu'on s'engueule. On peut avoir des différences, mais enfin, si on prend le temps de discuter, il n'y a pas de raison. On a une passion en commun. On parle de champion, donc ça fait 15 ans que tu joues tous les jours. Tu as sacrifié une partie de ta vie pour ça. Et une partie de ta vie en plus importante, parce que pour le cas du sport, c'est la jeunesse. Tu as sacrifié ton adolescence pour ça. Donc on a un point en commun. Là, on parle de l'aspect motivation mentale, encadrement, etc. Mais enfin, le socle, c'est quand même, tu bosses, quoi. Non, mais ouais, ça bosse. Enfin, ça bosse dur, hein, ça bosse dur. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à respecter le mec qui bosse dur et qui fait la gueule que le mec qui rigole. Tu vois, c'est marrant parce que moi, on m'a vraiment pris pendant toute ma carrière vaguement pour un branleur. Oui, le mec un peu léger, quoi, en fait. Là, ouais, il y avait un peu de ça parce que je me cachais pas. Et puis, ça semblait facile, en fait. Quand j'avais envie de décompresser, je me cachais pas, quoi. J'avais juste besoin de décompresser et que je suis arrivé au maximum. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais j'aurais pu faire pire. Voilà, je suis arrivé 3e mondial. C'est ce que j'ai pu faire, voilà. Et c'est comment dire, je sais plus ce que je dis. Donc tu dis de la rigueur. De la rigueur. De la sérénité. Et puis après, on relâche aussi, quoi, hein, quand même. Hein. On va boire un coup. Hein. Non, mais il faut se relâcher. Il faut se détendre. Putain, parce que ça fait bizarre. Les vieux de mon âge, levez la main. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais tu sais, ça pas mal, finalement. Non, mais ça fout les jetons parce que tu commences à avoir des souvenirs. J'ai l'impression que c'était avant-hier, mais quand j'y pense, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je pars en vacances avec ma femme et tu sais, je bossais beaucoup et donc on part avec nos gamins. Et puis le premier jour, on arrive et puis j'ai un coup de fil de Michel Denisot qui était le président du PSG qui me dit est-ce que tu viendrais pas parce qu'on joue la finale de la Coupe des Coupes et dans l'équipe il y a un problème, j'aimerais que tu viennes. Bon, je vous la fais brève, j'y vais.
Et effectivement, entre le moment où il me propose et le moment où j'y vais, je me renseigne, je lis les journaux et je m'aperçois qu'il y a un stress autour de l'équipe, il y a vraiment des tensions. Et donc j'y vais et je parle à quelques joueurs et puis en fait, on décide, ma première décision, c'est de partir. On était en stage à côté de Biarritz. On décide d'aller boire un coup à Saint-Sébastien. C'était jusqu'à 1h du matin, donc tu sais, on partait au vert, tu vois. Au vert, t'as compris, t'as pigé. C'est ça, hein, bien Je sûr. me comprends. Et du coup, si tu veux, ça crée quelque chose. Ça a vraiment soudé l'équipe. Juste ce moment-là, a soudé. Je dis pas qu'on a gagné grâce à ça, mais tu sais, quand tu arrives à ce moment-là, ce sont des petits détails. Et voilà, un petit détail ici, un petit détail là. Et on a créé quelque chose. Et voilà, donc du coup, ça peut être très ludique et ça peut se transposer un peu partout, quoi. Et c'est vrai que aller rigoler, c'est pas mal, quoi, tu vois. Parce que moi j'ai du mal en tension, tu vois. Des fois, je regardais les joueurs, tu vois, des tournois comme ça, tu es en vacances, il y a un tournoi, il y a un monsieur ou une dame qui dit tiens, viens voir mon fils, mon gamin, il joue très bien, venez voir, qu'est-ce que vous en pensez? Puis je vois les parents sur le bord du cours, et puis le gamin, il rate une balle, et puis tu as le père qui dit mais calme-toi! Tu vois, et normalement le petit va pas aller très loin, tu vois, et normalement le petit va pas trop se calmer, quoi, tu vois. Donc il y a oui, je pense que c'est beaucoup plus facile, surtout dans le sport, quoi. Tu vas pas, enfin, à un moment quand tu es bon, tu joues, quoi. Il faut jouer, quoi. Il faut que ce soit un plaisir. Jouer, ça me permet de parler de la musique. On est dans des métiers où on voit que les carrières ne sont plus linéaires. On ne fait plus le même travail pendant toute une vie, au même endroit, au même poste. Tu as eu de multiples carrières. Comment, quand tu regardes un peu dans le rétro, tu analyses tout ça? J'ai fait ce que j'aimais faire. J'ai fait ce que j'aimais faire. Le déclic de la musique? C'était pas un déclic, c'était une thérapie. Moi, quand j'étais en pension, tous les ans, en fait, je passais 15 jours par an à la maison. Je rentrais au Cameroun et je me souviens toujours de maman qui était donc au Cameroun venant des Ardennes, on avait un tourne-disque. Et maman, tous les ans, elle ramenait les disques de France parce que ça lui manquait. La France lui manquait le printemps, lui manquait une bonne pluie, lui manquait l'automne, enfin les saisons lui manquaient. Et maman avait cette mélancolie, tant bien même elle adorait le Cameroun, elle avait cette mélancolie. Et en fait, c'est à travers la musique qu'elle se rapprochait. Donc je la voyais mettre son disque de Moustaki ou de Reggiani ou de Brel ou d'Alain Barrière et l'écouter. Et c'était autre chose, quoi. C'était vraiment, elle fermait les yeux et je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc comme j'ai eu ce manque, moi des fois, quand j'arrivais en vacances, je piquais des disques de maman et je les écoutais. Et étant loin, ça me rapprochait d'elle. Donc j'ai toujours ce lien. Et moi, le chant, ça a toujours été une thérapie. Je ne suis pas chanteur techniquement, mais je suis chanteur parce émotionnellement. que je vis les chansons. Ça me fait du bien. J'aimais bien chanter sous la douche. J'aimais bien chanter avec les potes. Et quand j'ai commencé, c'était vraiment cette énergie jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours cette attirance vers le chant parce que je sens très bien que ça me fait du bien et que ça résonne parce que les mots que j'emploie sont des mots que j'ai pas forcément eu le droit d'employer lorsque j'étais joueur. Parce que quand j'étais joueur, c'était toujours les muscles, la force, la puissance, l'agressivité, le killer instinct. Alors qu'en moi, j'avais aussi de la mélancolie, j'avais de la douceur, j'avais de la tendresse, il y avait des choses que je pouvais pas, en fait, t'as pas le droit d'exprimer, tu vois. Ou en tout cas que tu bloques. Et le chant a permis d'exprimer ça. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai tout de suite ressenti, et accompagné par ma prof de chant qui m'a poussé justement à avoir le courage d'exprimer des faiblesses. Et ça changeait de ce que j'avais avant. Et c'est comme ça et c'est ce que je chante. Et quand j'entends ce que je chante par rapport à la partie de moi qui a... Enfin, mec, tu vois, mais il y a cette partie qui est aussi douce. Des fois, c'est presque... Des fois, c'est presque féminin, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce truc que j'avais avec ma maman, ce lien que j'avais avec ma maman. Je chante vraiment, et enfin, je connais, enfin, tous ces répertoires de tout ce qu'elle écoutait, je les connais. Et ça fait un lien, en fait, un lien émotionnel. Un lien émotionnel total, et cette envie. Et donc, j'allais en répétition, ou j'allais...
On a commencé, on faisait des concerts dans les MJC, mais c'était que du bonheur. C'était que du bonheur, j'adorais ça. Et puis avec le temps, ben, tiens, tout d'un coup tu regardes, tiens, ça fait quand même 7-8 ans qu'on fait ça, qu'on joue dans des petites salles, et puis tu apprends le travail, et puis tu aperçois qu'en fait, je continue parce que j'aime ça. Et que ben, les heures passées, je ne les comptais pas les heures, parce que j'aimais ce que je faisais. Et je suis plein de gratitude, parce que c'est mon éducation, mes parents m'ont toujours donné cette liberté de faire ce que j'avais envie de faire, mais aller à fond. Et ils m'ont encouragé, parce que quand j'ai commencé le chant, je peux te dire un truc, c'était la grosse rigolade, quoi. Ah, il fait la chenille, c'est drôle, tu vois, Saga. Ouais, et puis, bon, oui, je me suis marré, mais j'ai continué. Voilà, maintenant 14 albums, ça fait 30 ans que je fais ça. 14 albums. Yannick Noam, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Avant de vous laisser poser des questions à Yannick, évidemment, tu me disais aussi, tu parlais, c'est intéressant de ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'appuyer sur pause et de prendre du recul, se retrouver peut-être face à soi-même, comme tu l'as été dans ton enfance très jeune aussi. Tu m'as dit que tu méditais aussi. C'est-à-dire que j'ai mon parcours, je rêvais je rêvais de gagner à Roland-Garros. C'était vraiment mon rêve. J'étais pensionnaire à Roland-Garros, je dormais à Roland-Garros, j'ai passé 1 an et demi en tant que pensionnaire à Roland, où on dormait, maintenant c'est un restaurant, on dormait là et on allait faire des entraînements l'hiver, tu vois, sur le central, où on montait les escaliers, et à la fin, tu vois, le temps de récupérer, je regardais ce cours vide, l'hiver, je me disais, est-ce qu'un jour je jouerai là? C'était vraiment le rêve de ma vie, tu vois. Et il y a ce rêve de jeune qui devient un rêve, et je me rapproche de ce rêve-là, mais je ne savais pas et inconsciemment, je ne savais pas que j'attachais ça aussi. Je me disais que, oh là là, qu'est-ce que je vais être heureux après ça. Et en fait, ça a été un moment d'une violence inouïe, de bonheur, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Cet instant-là, cette minute-là, tu peux pas, c'est indescriptible, je ne sais pas. Je parle à un chirurgien qui sauve un gamin. Peut-être qu'il y a ce truc où je sais pas, tu au-dessus tu touches pas terre, tu vois. Mais c'est très court. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que dès le lendemain, ma vie était complètement bouleversée. Et là, j'ai fait ma première. Enfin, j'en ai fait plus légère, mais c'était ma première grosse dépression. Et là, j'étais complètement perdu. Les gens me regardaient bizarrement. Ma boulangère, que je connaissais depuis toujours, me regardait comme un martien. C'était très, très compliqué à vivre. Et donc, tout ça, c'est inconscient. C'est des rencontres où j'ai eu besoin de calme et de solitude, parce que j'étais habitant Paris. Oui, dans ces espèces de tourbillons. Ce tourbillon, et c'était d'autant plus compliqué que c'était beaucoup d'affection. C'était pas agressif du tout. Mais je pouvais pas jouer à Yannick Noah toute la journée, quoi. C'était très malsain. Je ne m'en sortais pas, quoi. J'arrivais plus à trouver Yann, quoi. Il avait jamais de place, quoi. Et donc j'ai arrêté de jouer pendant un moment. Je me suis retrouvé voir un pote qui était à New York, et j'étais sur le trottoir et les gens passaient sans me reconnaître, et ça a été une révélation, quoi. Tout d'un coup, je pouvais quand même être aussi spectateur de la vie, mais pas être acteur H24. Et je suis allé plus loin, donc ouais, des moments où j'ai découvert le yoga, la méditation, qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, quoi, que je conseille à tous les gens avec lesquels je travaille. C'est des moments inspirants et très très forts qu'on vit. Je vous demande d'applaudir. Tu fais bien de le souligner. Merci beaucoup Yannick de te confier avec ces mots, avec cette voix, avec cette tessiture de voix, cette proximité, très touchant. Je suis sûr que vous avez des questions à poser à Yannick. Oh là là, les bras se lèvent. Nos amis sont avec les micros. Est-ce qu'elles sont encore là? Sinon, je vais le faire. Il me faudrait un micro. Il doit y avoir un micro par ici. Ah, voilà. Alors, qui? Alors, il y a monsieur, il y a madame. Allez. Bonjour Yannick.
Bonjour. En bonne compatriote camerounaise, je me permets de te tutoyer. Merci beaucoup pour ce partage. J'ai appris énormément de choses. Tu as dit tout à l'heure, dans un moment de ton intervention, que c'était important d'embarquer tout le monde et d'aller tous dans la même direction. Est-ce que ça t'est arrivé que les gens ne montent pas à bord du bateau? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils montent malgré tout? Ou est-ce que finalement, tu les as laissés sur la rive? Je ne sais pas si ma question est claire. En fait, je propose. Je n'impose pas. Je propose. Et je propose avec des mots que j'espère suffisamment forts pour embarquer ceux qui veulent venir avec moi. Il n'y a pas d'obligation. Lorsque j'ai été sollicité, par exemple, pour être capitaine, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours dit, c'était à chaque fois avec les équipes, je les voyais avant la saison, j'ai dit, voilà, cette saison, voilà comment moi je fonctionne. Voilà ce qu'on bouffe. Voilà quand est-ce que vous devez arriver avant les rassemblements. Voilà comment je fonctionne. Mais il y a une chose, c'est qu'à la fin de la saison, on se revoit tant bien même. J'ai un contrat. Je n'ai jamais voulu avoir des contrats à long terme. J'ai toujours voulu avoir des contrats à court terme pour être sûr que vraiment on soit dans la même direction. Je veux pas que la fédération m'impose comme capitaine. Moi, je veux que ce soit les joueurs qui demandent que je sois capitaine. Comme quand moi j'étais en cours au bahut, il y a des profs que j'avais une affection pour certains profs. Et le courant passé, quoi, en fait. Hein. Pardon ? Le courant passé, en fait, c'est ça. Oui. Bah, on a tous vécu ça. Ouais. Mais non, je propose. Et si à un moment, une fois que j'ai proposé, je vois que ça ne passe pas, c'est moi qui arrête. C'est moi qui arrête. Alors, on a une autre question. C'est monsieur. Bonjour, je suis auteur-réalisateur et je me suis vraiment intéressé à votre vie. Et j'ai une question en fait à vous poser qui est un peu personnelle. C'est-à-dire que dans la vie d'un sportif, il y a les coups du sort et il y a la blessure notamment. Et est-ce que quand votre père... La blessure. Et quand votre père à 25 ans a cette terrible blessure, fracture, et qui se retrouve en fait à devoir tout abandonner, est-ce que ça vous a aidé inconsciemment ou consciemment à réparer le destin et à gagner en fait Roland-Garros avec cette image qui reste dans l'inconscient collectif de tous les Français? Il y a beaucoup de... J'ai eu la chance d'avoir une belle éducation. J'ai vraiment la chance d'avoir une belle éducation avec des parents qui sont vraiment occupés de moi et qui ont fait la plus belle chose qu'on puisse faire à un enfant. Et moi, j'ai 6 enfants. Ils m'ont laissé partir. J'ai un gamin qui a décidé un peu plus tard, mais à 14 ans, 15 ans, de jouer au basket. On partait tout le temps en vacances en famille, tout le temps. C'était vraiment les grandes vacances, c'était sacré, on partait en vacances. Et une année, il a 14 ans, et il dit non, je viens pas en vacances, je pars, je vais dormir à Brooklyn, chez mon coach, il a un canapé, et je vais m'entraîner, parce que c'était un coach, il s'entraînait, c'était quasiment du basketball de rue. Mais il avait ce coach-là. Et il dit, je viens pas en bateau. Enfin, c'est la belle vie, quoi. Et il décide de pas venir. 1 fois, 2 fois. Et un jour, j'appelle maman, je dis, mais en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que comment as-tu fait pour me laisser partir? Comment tu as fait pour me laisser partir à l'autre bout du monde, tout seul à 12 ans? Elle me dit, écoute, avec ton père, on a vu que tu étais vraiment passionné, que tu as vraiment poussé. Mais j'ai pleuré tous les soirs pendant 2 ans. Et je dis, ah ouais. Donc c'est ce sacrifice que inconsciemment j'ai ressenti, que j'étais vraiment... Et quand j'avais des moments difficiles, mon père, par exemple, il y a des moments où je disais à papa, oh là là, il y a des moments où j'aimerais tellement être dans un vestiaire avec une équipe, quoi. Tu as eu de la chance de jouer, de faire un sport d'équipe. Il dit, Yann, tu as beaucoup de chance parce que tu as ton destin entre les mains. Moi, je dépendais des autres. Et tu as beaucoup de chance. Et tu es en bonne santé. Donc, pour en revenir à votre question, oui, j'ai toujours ressenti beaucoup de gratitude, en fait, d'être joueur. La première fois qu'on m'a donné ma première raquette, c'était à Nice, j'avais 13 ans, donc 6 mois après être arrivé. Moi, ma première raquette, je l'ai fabriquée avec des planches. Hein. Mes parents n'avaient pas de quoi acheter une raquette. Hein.
C'était une planche, c'était une espèce d'énorme raquette de paddle. On avait des morceaux de caoutchouc, des pneus. On faisait le manche. Et on avait une balle chacun. Et la balle, elle avait plus de feutre. Moi, je jouais pas sur les cours. J'ai pas été élevé. Non, c'était ma vie. Donc, j'ai toujours ressenti beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qui m'arrivait. Quand je gagnais certains matchs, au début, je pleurais. Mais de joie, je dis, mais c'est pas possible, ça m'arrive. Et j'ai toujours eu ce sentiment, de par mon éducation, que on se dit toujours, souviens-toi d'où tu viens. Ouais, ça vient de mon éducation. Je me souviens d'où je viens. Je parlais à Frédéric, je dis, mais moi, avant un concert, là, j'étais en concert avant-hier à Nevers, demain, je joue à Bordeaux. Mais avant chaque concert, je vous jure que moi, je me dis, mais pincez-moi, c'est pas possible, quoi. La chance que j'ai, quoi. J'ai toujours eu cette énergie. Et ça vient du fait que, oui, j'ai manqué, que papa, il a manqué. Papa, il avait une carrière, il était international. Oui, à 25 ans, il arrête de jouer. Et du coup, le fait d'être moi en bonne santé, mais ça m'a donné cette énergie, quoi. En fait, son problème, et parfois mon problème, ça peut devenir une opportunité. Ça dépend de la façon, de la perspective que tu lui donnes. Merci. Autre question. Ça fonctionne. Bonjour Yannick. Bonjour le frère, c'est comment? Ça va bien cousin? Il semble qu'il y a beaucoup de Camerounais ici. Hein? Pas seulement Camerounais. Je dis que... Bon, je suis en train de parler à mon cousin Yannick et je voudrais qu'il nous parle un peu d'une dimension qui n'a pas été évoquée ici aujourd'hui parce que son défunt papa, papa Simon, c'était mon tonton. Et à sa mort, tu lui as succédé en tant que chef de village. Parle-nous un peu de ta transition et de ton rôle de chef dans notre village. Merci. C'est un peu comme avoir plusieurs vies et vivre plusieurs vies, en fait. Je suis passé du fils à chef de village, et comme tu sais, c'est Nkoukouma, c'est Majesté. C'est comme si quand je suis au Cameroun, c'était un autre. C'est comme si j'étais un autre. Mais avec un certain nombre de valeurs, et je me suis aperçu, parce que j'ai dû m'adapter aux différentes traditions. Parce que forcément, mon grand-père, Papa Tara, que tu as connu, était chef du village, qui était un véritable village. Aujourd'hui, l'endroit où on est, c'est un quartier entouré de la ville. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et je me suis posé la question, aidé par les différents chefs autour de moi, de savoir comment je pouvais être utile à ma communauté, en fait. C'est ça le but. Et c'est comme si j'avais été préparé à ça avec le parcours que j'ai eu avec maman dans le travail humanitaire. En fait, il s'agit pour moi en tant que chef d'aider la communauté. Comment faire? Comme tu sais, au Cameroun, la santé, il n'y a pas la sécurité sociale, tu sais que c'est très dur. L'éducation. Donc on a une école à Etoudi que tu connais. Cette école avait 80 gamins, maintenant on en a près de 500. On essaie de faciliter l'accès en donnant en facilitant pour certaines personnes dans le besoin. Comme tu sais, les tontons, les tantes, la maladie, essayer de les aider. J'ai fait récemment un stage avec l'équipe de France de tennis fauteuil qui sont venus au Cameroun, rassembler aussi toutes les personnes qui étaient dans ce cas au Cameroun, en les faisant participer au stage, en amenant du matériel, des fauteuils, etc. Voir comment je peux participer et essayer d'aider. Et c'est comme ça que je survis. Parce que forcément, c'est très compliqué, parce que comme tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère et pour lesquels c'est très très difficile, surtout quand il s'agit de la santé. Si tu n'as pas les moyens, c'est pas possible. Donc c'est compliqué pour moi, qui suis sensible, parce qu'il y a des fois où je ne peux pas tout faire. Et j'aimerais vraiment tout faire. Mais voilà, c'est la réflexion de Pauline Desroulettes, qui est la des meilleures joueuses françaises de fauteuil, qui est venue et qui me dit, mais c'est incroyable parce qu'on a vécu plein de choses ici. Comment tu fais quand tu rentres
Comment tu fais? Combien de temps, c'est combien de temps ton sas de décompression avant de te remettre dans cette autre vie? Je dis, oui, ça me prend un peu de temps. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais c'est passionnant, c'est mon destin, et voilà. Autre question, qui a envie de... Voilà. Oui. Bonsoir Yannick. Je vois que tout le monde te tutoie, donc je vais faire pareil. C'est plutôt bon signe. Tu parlais tout à l'heure d'un point hyper important sur pourquoi on se lève le matin, le pourquoi, le purpose. Je pense que pas mal de sociétés, on en parle tout le temps. Et moi, autour de mes équipes, tous les jours, des fois, je regarde mes équipes, je leur pose cette question. Et est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils aient leur propre purpose, ou c'est à nous aussi de les accompagner pour le trouver, en fait? Souvent, les gens pensent que c'est inné. T'es motivé, Parfois même, on dit c'est dans les gènes. Tu vois que, tiens, mon père, il a joué au foot, moi, j'ai joué au tennis, mon fils joue au basket, donc c'est génétique, pas du tout. Ça vient de l'éducation, ça vient des conversations, comment on les a accompagnés. Je sais que mes parents m'ont accompagné dans mon aventure, et avec la maman de Joachim, on l'a accompagné dans son projet. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des moments où, en tant que parent, tu guides, tu proposes. J'aime pas imposer. Parce que je pense que des fois, on peut amener des gens à faire fausse route. Alors c'est très bien, tu réussis, mais tu es pas dans la vie que tu as voulu. J'ai un gamin qui a commencé, il a fait une école de commerce, et je savais à l'intérieur de moi que c'était pas son truc. C'est un artiste. Je savais que c'est un artiste, mais parce que ses copains, parce qu'il avait entendu dire, parce que il y a des gens à l'extérieur. Très souvent, on est quand même influencé, ou en tout cas poussé à prendre un chemin qui n'est pas forcément celui qui est le nôtre. Mais par contre, tu peux aussi proposer, et c'est là que l'éducation, il y a un lien. Tu peux proposer. Tu dis, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à la Coupe Davis, tu vois, on a gagné cette Coupe Davis, on est devenu champion du monde. Pourquoi? Parce qu'on voulait mettre le bébé de Joe dans la coupe. Ça peut être quelque chose de très ludique, et puis ça peut évoluer aussi. Ça évolue constamment, mais c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de l'autre et de soi-même, tu vois, parce que ton équipe, tu vas avoir une équipe qui gagne, et en fait, la chose la plus dangereuse, c'est la victoire. Quand tu gagnes, tout le monde a des certitudes, alors qu'autour de nous, il y a une évolution, alors qu'autour de nous, les gens progressent, les gens s'inspirent de ce qu'on a fait, le font mieux, donc on doit être constamment en évolution. Et je prends l'exemple de mes motivations au départ. Moi, je te parlais du plongeoir. Après, c'était quand je suis arrivé à Nice, moi j'étais hyper timide. On était dans un club, il y avait une jolie fille, elle s'appelait Sylvie Bénéjean, je m'en rappelle très très bien. Tu vois, j'avais 14, 15 ans, 16 ans, elle était là, c'était la plus belle fille du club, mais moi j'étais tellement timide. J'étais pensionnaire, tu vois, je ne pouvais pas m'approcher, mais dans ma tête de petit môme, je me disais, un jour je vais tellement bien jouer qu'elle va me regarder. Tu vois, un jour, elle m'a regardé. Et après, il fallait passer à autre chose. Après, ça a été, tu passes ton permis à 18 ans. J'ai passé mon permis tout de suite. Et il me fallait l'auto Bianchi Abarth avec les jantes et l'autoradio, avec les cassettes. Une fois que j'ai ça, ça allait un peu mieux. Mais c'était ma motivation. Tu vois, je pense à ça. Après, j'ai voulu une BM. J'ai eu la BM. Après, je me dis, tiens, je voudrais... J'avais un petit studio. Je voulais un appartement. Après je me dis, tiens, mes premiers sous, je vais offrir un appartement à maman et mes sœurs. Après, j'ai envoyé un truc. Et c'est constamment, il faut avoir quelque chose. Mais tu peux aussi guider. Et dans mon cas, mon but suprême, c'était de gagner Roland-Garros. Et à 23 ans, j'ai atteint ce but. Et il se trouve que ce moment, il était trop beau. Il était trop beau, en fait, quelque part, par rapport à ma carrière. Pourquoi? Parce que cette émotion, je disais avec papa, il y avait tous mes amis, il faisait beau, j'étais à Paris, j'ai grandi là. Tu sais, quand les gars, ils faisaient le cours à la fin du set, c'était tous mes tontons. Moi, quelques années, 4-5 ans avant, on mangeait le soir le couscous ensemble, chez eux, sous le central. Enfin, toute la famille était là, donc c'était extrêmement puissant. Mais après, il y avait quoi? Et après, j'ai plus eu ce purpose. Je jouais, je m'entraînais toujours, j'étais sur le court, mais il y avait plus cette petite chose qu'il fallait, mais je savais même pas, je me demandais pourquoi ça n'allait pas. En fait, j'avais plus cette petite chose. Et je n'en veux absolument à personne, mais autour de moi,
j'ai pas eu cette information de maintenant on va aller chercher autre chose différemment. J'avais pas cette information-là. Donc ce manque-là, je suis à l'écoute quand j'ai les gens autour de moi de voir, allez, oui, mais maintenant tu en es là. Ouais, tu as tout ça, mais maintenant pourquoi? Parce que quand je te disais tout à l'heure Joe Tsonga, il a des dizaines de millions. Il a été un des meilleurs joueurs du monde. Il a une femme merveilleuse, il a des gosses, il a une vie. La vie dont on rêve tous, enfin la vie, j'espère que tous les gamins, mes enfants, je suis content pour lui, tu vois. Sauf que il manque ce petit quelque chose, tu vois. Et tu peux proposer. Et c'est là que moi je coach. C'est là que moi j'aime cette partie-là. Moi, tous mes joueurs, il n'y a pas un joueur que tu vas voir sur les 10 années que j'ai coaché, garçons et filles, qui va te dire « Ah mais Yannick, il m'a changé mon service ». Non, pas un. Parce qu'ils sont bons, ils sont à ce niveau-là. Mais par contre, s'ils sont là, avec la bonne énergie, au bon moment, je sais qu'ils vont performer. Et c'est là que mon travail me passionne. Parce que là, je parle à l'être humain et je l'écoute. Et ça évolue, Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai après-demain. Et c'est beaucoup plus facile, on a une meilleure écoute après une défaite. C'est important d'apprendre de ses erreurs et de ses défaites, d'avoir cette lucidité, de reculer un peu et de dire, voilà, je peux analyser à froid pourquoi je n'ai pas été bon ce jour-là. Et là, tu as été exceptionnel. On peut le remercier encore une fois. Merci Yannick Noah. Ovation, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Avec le petit dessin qui a été fait par nos amis de Cartoon Base. Yannick Noah, qui était notre invité exceptionnel. Merci beaucoup, Yannick. Merci à vous. Voilà.